Gisèle Gramard, bonjour. Bonjour. Vous avez publié La peinture en résonance, un essai donc dans la collection Ouverture philosophique. Alors justement, comment se situe ce nouvel ouvrage par rapport à vos précédents parus dans cette même collection? Voilà, alors en fait la peinture en résonance apparaît un peu comme le troisième volet qui fait suite donc aux deux précédents ouvrages. Le premier de cette petite série, qui s'appelle La conversation avec la peinture, apparu en 2015. Le second, Contre-horizon ou l'œuvre noire, apparu en 2016. Et là, c'est un peu comme le dernier volet, disons, de ce triptyque. Je tenais à rappeler ça, je le dis aussi dans la quatrième de couverture du reste, parce qu'en fait, c'est un ouvrage qui répond à peu près au même type de construction que les deux précédents. C'est-à-dire ce sont des chapitres courts qui traitent en général d'un auteur, par exemple. Enfin, un auteur en l'occurrence, là c'est souvent un peintre. Et ce qui se passe là, c'est qu'en fait, ces artistes, ces auteurs en question, réapparaissent parfois plusieurs fois. Donc, il y en a qui sont un peu comme des acteurs, si vous voulez, et si on considère, si on prend cet exemple de la trilogie, comme on pourrait en avoir au théâtre, donc ils vont réapparaître comme si leur rôle n'était pas terminé. Donc c'est le cas, par exemple, de l'artiste américain Sean Scully, qui réapparaît dans les trois ouvrages. Il est là de nouveau. C'est le cas aussi de Valentin de Boulogne, qui apparaît lui deux fois, ou de Marc Rothko, qui apparaît trois fois. Richard Serra, deux fois. Donc en fait, c'est parce que ces acteurs peintres, si vous voulez, artistes, je leur donne une place que je reprends en approfondissant le propos. Donc c'est pourquoi je tenais à dire que c'est une suite et en même temps un ensemble, tout en sachant que c'est un travail qui œuvre beaucoup, je veux dire ce travail d'écriture, de recherche et d'esthétique, donc qui œuvre beaucoup sur la question du fragment. On, on aborde quelque chose et puis on ne va pas aller jusqu'au bout, on reprendra un peu plus tard et c'est ce qui se passe et c'est ce que je vous expliquerai après pour vous dire en quoi il y a résonance par rapport à la peinture. Mais peut-être que déjà on peut s'en douter un petit peu. La différence avec les deux ouvrages précédents, c'est qu'il y a peut-être un peu plus d'illustrations et qu'ils sont parfois un petit peu plus longs, tout en étant relativement brefs malgré tout. Alors justement, je reviens sur vos mots. Qu'entendez-vous par résonance à propos de la peinture? De quelle résonance s'agit-il? Alors, évidemment, bon d'ailleurs en recherchant un petit peu après, en consultant un certain nombre d'ouvrages, je me suis aperçu que c'est un terme qui a été assez souvent utilisé et qui est repris. Euh, Repris par moi ici. La résonance, à l'origine, c'est bien sûr quelque chose qui concerne le son et la musique. C'est la capacité que peut avoir un son venant d'un instrument, par exemple, à se prolonger, se maintenir à la fois dans la durée, mais aussi emplir un espace. C'est ça la résonance. Alors on comprend assez rapidement que l'on puisse appliquer ce terme issu du domaine de la musique et du domaine du son à d'autres domaines comme la peinture, dans le sens où précisément l'accès sensible aux choses peut faire écho non seulement par le son, par la musique, mais aussi par le visuel. Il peut y avoir une résonance du visuel. Et c'est en cela que la peinture est ici convoquée pour faire écho en elle-même parfois, sur elle-même, mais aussi à d'autres domaines. Il peut y avoir un écho et une résonance de la peinture. Ça dépend aussi de la façon dont elle est exposée.
des lieux dans lesquels elle va être exposée, des lieux avec lesquels elle va rentrer en résonance parce qu'elle aura une connivence du point de vue de l'architecture, par exemple, si vous voulez. Et donc voilà, c'est cet aspect de la résonance. Ça, alors, ce premier aspect serait un aspect, disons, très physique, finalement. Mais on peut comprendre aussi que la résonance va donner accès à des résonances intellectuelles, philosophiques. C'est-à-dire qu'une pensée va en déclencher une autre, en écho, et que les choses peuvent comme ça entrer en relation et se répondre. Alors, pouvez-vous nous donner quelques exemples développés dans le livre, et est-ce que ces exemples se situent tous dans la même perspective de recherche? Alors, non, il n'y a enfin, bien sûr, je peux vous donner quelques exemples. C'est même le but de cette présentation. Je pense que les exemples qu'on peut donner donc, sont dans une espèce d'aller et retour. L'exemple aller serait aller de la peinture vers la musique. Et l'exemple retour serait d'aller à partir de la musique vers la peinture. Donc l'exemple aller, en fait, est venu petit à petit par une rencontre, une confrontation que j'ai eue avec un artiste qui m'a beaucoup occupé, préoccupé du reste pendant de nombreuses années, c'est encore le cas maintenant, qui est un artiste coréen qui s'appelle Lee Woo-fan. Et Lee Woo-fan est l'auteur d'un premier ouvrage qui date de 2002, celui-là je crois, qui s'appelle L'art de la rencontre. Donc l'art de la rencontre, c'est justement une résonance déjà entre la culture dont il est issu, à savoir la Corée et celle de Corée et du Japon, avec la rencontre avec la culture occidentale, puisqu'il est venu enseigner et exposer aux Beaux-Arts de Paris. Il a enseigné aux Beaux-Arts de Paris, puis il a exposé beaucoup en France et puis en Europe. Il se trouve qu'il y a une actualité, il a toujours une actualité, Lee Woo-fan, finalement, en France. C'est que là, il y a une exposition qui se tient dans une architecture de Le Corbusier, au couvent de la Tourette pendant quelques mois. Et donc c'est une résonance, effectivement, entre sculpture, peinture et architecture. Il travaille beaucoup de cette manière-là. Il se trouve que dans mon ouvrage, je fais une petite allusion dans un très court chapitre à Le Corbusier, donc je pensais pouvoir le signaler là. Alors donc cette résonance, parce qu'ensuite, en 2013, Lee Woo-fan, justement, écrit un ouvrage qui s'appelle L'art de la résonance. Chez lui, la résonance est une question de résonance à l'intérieur des arts plastiques, de la peinture aux installations de sculpture, à sa pratique de sculpture. C'est aussi une résonance entre les matériaux, entre le métal, la pierre, ce qu'il utilise justement pour passer de la peinture à la sculpture et inscrire ces œuvres-là dans des environnements, pourrait-on dire, architecturaux. Donc ça, c'est un premier sens, si vous voulez. Il y en a un autre qui ne respecte pas la chronologie, mais pour lequel je me suis appuyée très grandement, et c'est un artiste qui revient à plusieurs reprises dans ce que j'ai déjà écrit. Il a fait l'objet d'une très belle rétrospective au Louvre cet hiver, c'est Valentin de Bologne. Valentin de Bologne est un artiste français du XVIIe siècle, mais qui a eu un grand épisode romain, qui a donc une très grande influence de la culture antique, romaine, grecque et romaine, et aussi de toute la peinture de la Renaissance. On a dit que c'était, et c'est vrai, c'est un émule du Caravage. Le titre de l'exposition qui avait lieu au Louvre cet hiver s'appelait « Réinventer Caravage ». La résonance de Valentin s'exprime dans beaucoup de sujets de ses peintures. Beaucoup de sujets de ses peintures sont la musique, et ses peintures s'appellent le concert, un concert. Donc lui,
on part effectivement de la peinture qui va montrer la musique, qui va la faire résonner visuellement, qui va la montrer avec plusieurs musiciens, des chanteurs. Et puis, très souvent, l'espace dans lequel ça se situe, c'est autour d'une table, laquelle table est recouverte d'un tapis. Et on verra dans la dernière partie de ce que je vais vous dire, le rôle du tapis, qui est très présent dans les représentations de musique, qu'il s'agisse de nature morte simplement, de vanité, où on voit des instruments de musique, sans forcément qu'il y ait les musiciens autour. Mais donc il y a ce tapis qui serait un peu comme un espace de concentration du son ou du visuel finalement, pour peut-être atténuer le son, comme on l'a quelquefois dans les salles de concert par exemple. Hein. On a une façon d'amortir les sonorités par des murs qui sont revêtus de tentures, de tapis, etc. Donc ce Valentin de Boulogne, qui n'est pas un peintre extrêmement connu en France, devrait l'être plus, je pense que l'expo du Louvre peut-être y aura contribué, se fait, on pourrait bien le dire comme ça, le chantre de la musique dans beaucoup de ses œuvres. La dernière partie qui m'a beaucoup occupée, là, c'est le sens contraire, c'est un musicien, Morton Feldman, qui a mis en musique, pourrait-on dire, la peinture de Rothko, à travers une œuvre qui s'appelle Rothko-Chapelle. Rothko-Chapelle, c'est le dernier grand ensemble pictural qui a été commandé à Rothko et qui se trouve donc à Houston, au Texas, dans une chapelle qui est elle-même dans un cadre universitaire. C'est un ensemble conséquent qui a donc inspiré Morton Feldman, qui en a fait toute une œuvre importante. Ce qui m'intéressait particulièrement, c'était bien sûr cet aller-retour, si vous voulez, de la peinture à la musique, de la musique vers la peinture, mais plus que ça, c'est que Morton Feldman dit qu'il travaille comme un peintre, dit qu'en fait, ce qui l'intéresse, c'est la surface. Or, la surface, c'est évidemment le lieu privilégié de la peinture. Donc, et il prend cet exemple-là. Il dit, je travaille la surface. Mon souhait, c'est de faire une musique de surface. C'est une façon aussi très contemporaine d'envisager la question, puisque c'est un petit peu comme en peinture. On a aboli la perspective, et ce qui compte, c'est le plan, c'est la surface, et non plus la profondeur. Donc, est-ce que ça signifierait que Morton Feldman, tout comme Rothko, sont tous les deux des artistes de surface, la surface étant à prendre en bonne part, et pas du tout dans un sens péjoratif, mais comme étant un champ à remplir. Alors on peut aussi y voir une dimension philosophique du champ à remplir de cette surface. Voilà.